Salut les sportifs, je vous souhaite la bienvenue pour ce 3e numéro des Good View. Aujourd'hui, nous allons écouter le récit d'un homme qui a passé sa vie à lutter contre le dopage. Nous retrouvons donc Loïc Lepoutre, CMO de Goutaille, aux côtés de Christophe Basson, ancien cycliste professionnel et conseiller interrégional antidopage, mais aussi professeur de sport à la direction régionale et départementale de la jeunesse et des sports de Bordeaux. Je vous embête pas plus. Ouvrez grand vos oreilles et passez un excellent moment. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Merci d'être venu. Je suis enchanté de te recevoir ce soir. Ouais, mais pareil également. Je vais te laisser te présenter pour que tout le monde apprenne à te connaître et puis après on va discuter tous les deux pendant une petite heure. Ouais, sans problème. Ouais, mais Christophe Basson, donc moi j'habite Artigues-près-Bordeaux, dans la l'agglo bordelaise. Je suis originaire du Tarn. Donc, je ne suis pas un Aquitain ou un néo-Aquitain. En fait, j'ai été cycliste professionnel de 1996 à 2001, en fait, dont 3 années chez Festina, de 96 à 98. Et 99, la Française des Jeux, et 2000-2001, Champ de la Tour. Donc 96, première année pro, et 92, première licence FFC, en fait. Voilà, globalement, je prends ma première licence FFC à 17 ans et 2000, l'année de mon bac. Où rapidement, en fait, je démarre la première course au mois de février. Je gagne les premières courses régionales dans les 3 semaines qui suivent. Je me retrouve en équipe régionale pour les challenges nationaux et je me retrouve en équipe de France au mois de juin et pour la sélection championnat du monde pour le mois de juillet. Donc tout ça a été très vite en fait en 92. Alors, premier point, c'est vrai que pourquoi ça a été vite, c'est que avant, j'avais jamais de licence. J'étais un adepte vraiment des activités sportives et physiques, nature en fait. Moi, j'habitais dans un petit village du Tarn où la montagne était à proximité. J'étais souvent en montagne. Alors, au début, aller chercher les champignons et au bout d'un moment, envie de découvrir de plus en plus la montagne, d'aller de plus en plus loin. Je partais pour la journée parfois. Et ensuite, je me suis dit, avec un VTT, peut-être que tu pourras aller plus loin, aller en découvrir d'autres. Donc, j'ai eu un VTT à l'âge de, je sais plus, 15 ans peut-être. Approximativement, ouais, 15 ans. Et après, voilà, j'ai fait du VTT. C'est pour ça qu'après, à 17 ans, en fait, fin 91, je fais le Rock d'Azur, qui est à l'époque Coupe d'Europe, en fait, ou Championnat d'Europe, je sais plus, où je fais 3e junior, en fait, alors que je n'étais pas licencié. Et c'est là qu'on me propose de me licencier, qu'il serait intéressant que je prenne une licence. Donc, je l'ai prise. Et puis, je prends une licence à l'UV Mazamet, qui est un club de cyclisme sur route. Et donc, d'entrée, on me bascule sur la route, on me fait essayer sur la route, je prends goût à la route. Et je ne sais pas si je prends goût à la route ou goût à la victoire, j'en sais rien, parce que j'avais rapidement des résultats, parce que c'est un petit truc que j'ai peut-être regretté un peu plus tard, c'est de pas avoir continué sur le VTT, mais je ne regrette pas du tout ma carrière cycliste. Donc là, cette année-là, je passe mon bac en 92, ensuite je pars sur un DUT génie civil à Paul Sabatier à Toulouse. Donc là, c'est un peu compliqué, 93-94, j'ai des perfs, mais que régional, légèrement national, mais plutôt régional. On me détecte sur quelques courses et donc j'ai l'opportunité, lorsque j'obtiens mon DUT en 94, alors soit j'étais accepté en école d'ingénieur, on me propose d'aller à l'école intermédiaire des sports, qui était le bâton de Joinville. À l'époque, on était obligé de faire 10 mois d'armée. Et donc, je fais le choix d'aller à l'école intermédiaire des sports pour obtenir le statut de sportif de haut niveau, parce que mon beau-frère étant ingénieur, ne trouvant pas de boulot, je me suis dit, si toi, tu as une DUT plus le statut de sportif de haut niveau, tu pourras rentrer dans une boîte et ensuite tu passeras ingénieur dans la boîte peut-être. Donc, c'était purement stratégique en fait. Je n'avais pas du tout envie de passer pro, clairement. Et là, de 95, je fais une année où je fais que du vélo en fait, à l'école intermédiaire des sports. Et là, rapidement, voilà, champion de France, contre-la-montre, champion du monde militaire, 12 victoires internationales et nationales. Et voilà, donc tout s'enchaîne. Et alors, c'est là qu'après, j'ai des propositions pour passer pro en 96. Alors, ce qui est étonnant, c'est que dans l'équipe du BJ, du bâton de Joinville, on était 17. Tous voulaient passer pro en fait. Au final, on est 2 à passer pro. 2 à passer pro et 3, pardon. Il y avait aussi Anthony Moret et Patrice Algan. Et moi qui ne voulais pas passer pro, en fait, j'y passe. Et voilà, c'est parti comme ça. Et je découvre chez Festina le grand cyclisme, le cyclisme avec toutes ses facettes. Puisqu'à l'époque, l'équipe Festina restait quand même l'équipe numéro 2 mondiale et ensuite a basculé numéro 1 mondiale.
Et donc là, je me retrouve avec Richard Virenque, Laurent Brochard, Laurent Dufaux, Alex Zoulet, Gianluca Bortolami, enfin tous les grands coureurs, je veux dire, qui faisaient que c'était l'équipe numéro 2. Et là, voilà, donc après, tout s'est enchaîné rapidement. 80, donc je passe 2 ans, 3 ans, alors 2 ans et demi chez Festina, parce que l'affaire éclate. Alors Festina, alors pour ceux qui ne connaissent pas, rapidement, c'est sur le Tour de France 98, juste avant le Tour de France 98, un soigneur de l'équipe Festina se fait arrêter sur la frontière franco-belge. Et là, il se fait arrêter avec des centaines de produits dopants. Donc au début, il dit que c'est pour lui, etc. Jusqu'au moment où il avoue que c'est pour les coureurs du Tour de France. Donc il y a une descente de police sur le Tour de France. L'équipe Festina quitte le Tour de France. On est tous convoqués à la brigade des Stipes à Paris, au Quai des Orfèvres. Bon, bref, on nous fait plein de prélèvements, on nous interroge, on est auditionné, tout ça. Et jusqu'au moment où là, finalement, des coureurs de l'équipe me dénoncent. Ils me dénoncent comme quoi c'est le coureur de l'équipe à pas me doper. Donc, c'est un peu étonnant, mais pour se défendre, ils disent tout simplement que tout le monde le fait. La preuve, il n'y en a que qui le fait pas, c'est Christophe Basson. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça se sait, en fait. Tout le monde sait à ce jour-là, puisqu'après, ça se sait rapidement par les médias, mais que moi, je ne me dopais pas. Et donc, derrière, il y a une grosse médiatisation sur moi. J'avais déjà signé un contrat avant l'affaire Festina pour la Française des Jeux pour 99. Ouais, en Et termes donc, je vais d'image, dans du l'équipe coup. Festina. Comment? Oui, en termes d'image, du coup, Française Voilà, des ouais, Jeux bon, était en content, plus, quoi. ouais, voilà, ils étaient assez contents, si ce n'est qu'ils ne pensaient pas que j'aurais ri de ma gueule, en fait. Donc, et rapidement, début d'année 99, je commence vraiment à ouvrir ma gueule, à dire clairement, parce que fin 98, juste après l'affaire du Tour, l'affaire Festina, c'est vrai que ça s'est fortement calmé. D'ailleurs, c'est là où j'ai eu mes résultats chez les pros. Je fais plusieurs places dans les 5 sur des courses à étapes. Enfin, bon, bref, un ensemble de résultats. Et je vais même au championnat du monde du chrono. Bon, bref. Et là, en 99, je vois que ça repart de plus belle dès les premières courses. En fait, je vois très rapidement aussi, parce que par rapport aux tests, en fait, il faut savoir que chez Festina, que tu m'as parlé un petit peu en off tout à l'heure, Loïc, des tests. Moi, chez Festina, en fait, j'avais les meilleurs tests en fait, de l'équipe. Il Tu faut peux savoir. donner des datas sur 1 heure, sur 5 Ouais, minutes? ouais, ouais. Ben en fait, sur des tests, en fait, il n'y a que la VO2 par rapport à aujourd'hui. En fait, c'est vrai qu'il y a en termes de puissance, il y a peu Tu de changes. changements, mais globalement, sur un chrono, sur 1 heure, en fait, on tablait sur 420 watts approximativement sur 1 heure. Bon, pour 60, à l'époque, je faisais 74 kilos, en fait. Et où j'explosais, en fait, j'atteignais le dernier seuil de 500 watts, en fait, sur les tests. Donc, D'accord. c'est ce que je fais encore aujourd'hui, approximativement, si ce n'est qu'à l'époque, j'avais une VO2 de 85. Ouais. Et aujourd'hui, 85 non rapporté au poids, mais ce qui me faisait en fait une grosse VO2 parce que j'étais quand même assez lourd. Mmh. Donc pour un rouleur, quoi, en fait, parce que c'est un petit peu ça qu'il faut regarder aussi. Donc, mais aujourd'hui, avec la différence qu'aujourd'hui, je ne suis plus qu'à 75 de VO2, quoi. Mais voilà, mais Mmh. sinon, en termes de puissance, finalement, la différence n'est pas énorme, quoi. Ouais, au final, rouleur ou pas rouleur, à l'époque, tout le monde montait l'école Bah, mais voilà, avec c'est la ça, en potion fait. magique, quoi. C'est-à-dire que, voilà, sur les tests, même durant les stages d'hiver, je veux dire, je montais l'école pour Richard Virenque. Et au final, après arriver les premières courses, bon, bref, je voyais de suite la différence, c'était plus du tout les mêmes. Et donc, en 99, je vois que ça c'est reparti de plus belle. Je gagne une étape du Dauphiné libéré. Donc, du coup, je gagne ma sélection pour le Tour de France. Et du coup, voilà, j'arrive sur ce tour où c'est le premier tour gagné par Lance Armstrong. Et c'est sur ce tour que je dénonce, en fait, le gros scandale, quoi, qu'il y a toujours du dopage. Clairement, je le dis, je ne dénonce pas directement à dire qu'Armstrong est dopé. Je dis juste qu'on ne peut pas gagner le Tour de France ou une étape en costaud sans être dopé. Puis après, voilà, je me mets à dos tout le milieu, mais vraiment tout le milieu, ainsi que mon équipe qui me reproche de parler et surtout de ne pas dire qu'eux ne sont pas dopés aussi. Alors, comme je leur dis, je veux dire, c'est à vous le dire. Et déjà, je ne suis pas sûr de vous. Moi, je ne suis pas sûr à 100% que vous ne vous dopiez pas. Donc, je ne vois pas pourquoi je parlerai pour vous. C'est à vous de parler. Et tout s'enchaîne, je me mets à dos tout le monde. Et là aussi, avant le Tour, j'avais signé un contrat chez Jean Delatour pour 2 ans. Donc, je bascule chez Jean Delatour. Mais là, après, petit à petit, tout se dégrade. Ça passe du harcèlement moral au harcèlement physique. On me met dans le fossé à plusieurs reprises. Bon, je me prends des gamelles. Bon, je vois que c'est plus possible, en fait. Et donc, je décide d'arrêter. Il y avait une sorte En fait, d'omerta contre toi? total. En fait, d'omerta, de Ouais, violence même de contre violence, moi. ouais. D'accord. Ouais, contre moi, de violence. C'est-à-dire qu'on me met, ouais, on me serre, on me met dans les bordures. Enfin, ouais, plusieurs chutes dues justement à des actes volontaires de la part de certains coureurs, et notamment des Français d'ailleurs. Même certains Français qui sont encore présidents de l'UNCP, d'Union cycliste des cyclistes professionnels. Donc, c'est dire que finalement, c'est pas D'accord. spécialement les bons représentants qu'on choisit. Mais bon, au final, voilà quoi. Donc, je décide en 2000, je vois que ça va vraiment pas bien du tout. Je suis sur la Vuelta à ce moment-là.
sur le Tour d'Espagne. Et là, je décide de m'inscrire pour passer mon professorat de sport. Professorat de sport, alors que j'avais fait des études d'UT génie civil, mais quand pendant 6 ans, tu n'as pas révisé, tu n'as rien entretenu, à part avoir un papier, tu n'as rien d'autre, quoi. Et je ne me voyais pas me replonger dans les cours. Et c'est pour ça que ça faisait 5 ans que je rémunérais une diététicienne, Denis Richer, que je rémunérais un entraîneur, Antoine Vaillet. Et donc, je considérais voilà, quand même avoir acquis un certain nombre de compétences, de savoir-faire et en même temps d'avoir un petit peu pas mal analysé ce monde du cyclisme et la face humaine, en fait. Comment, à un moment donné, on avait des jeunes qui arrivaient avec des bonnes intentions, pouvaient basculer dans le côté noir du cyclisme. Et je me suis dit, tu as peut-être des choses à faire là-dedans. Donc, j'ai décidé de passer mon professeur de sport que j'ai obtenu en 2001. Et donc, je suis professeur de sport maintenant à la direction régionale départementale jeunesse et sport à Bordeaux. Et je suis ce qu'on appelle le conseiller interrégional antidopage. Donc, pendant 15 ans, j'ai mis en place les contrôles antidopage pour le compte de l'Agence française de lutte contre le dopage, ce que j'ai stoppé fin 2019 pour me consacrer à 100% en fait à la prévention et à la lutte contre le trafic de produits dopants. Puis je suis un prof de sport habilité assermenté, agent de police judiciaire, c'est-à-dire je vais sur des perquisitions, je vais sur des fouilles, je vais tout ça. Je fais des enquêtes donc en termes de lutte contre le trafic de produits dopants. Donc 2 missions, prévention d'un côté et lutte contre le trafic de produits dopants de l'autre. Et occasionnellement, comme aujourd'hui, c'est pour ça que je suis dans le Van, hein, ne soyez pas étonnés, c'est pas ma maison, bien que c'est ma deuxième maison. Je suis sur un contrôle antidopage ce soir, donc je dois aller sur un contrôle, c'est pour ça que je ne suis pas chez moi. Voilà pour la présentation. Et tu es aussi juste, encore sportif. Voilà, juste en termes de pratique, en fait, j'ai l'impression de fonctionner en période de 10 ans, c'est-à-dire que j'ai pris ma première licence en 92, comme je l'ai dit. En 2001, j'arrête ma carrière complètement. Je fais le deuil du cyclisme, mais pas le deuil de l'effort, en fait. Donc, je dis le deuil du cyclisme parce que rapidement, j'ai arrêté de me raser. Alors déjà, c'est une chose. Déjà, il faut être capable de pouvoir rouler sur un vélo sans être rasé quand vous l'avez été pendant 10 ans. Donc déjà, là, j'ai dit, j'ai compris, tu n'es plus cycliste. Par contre, besoin de me dépouiller toujours, besoin de me dépouiller. Donc, parce que rapidement, je découvre la grande course des Templiers qui m'attire, qui m'interpelle et je décide de me lancer dans le trail. Donc, j'ai fait du trail jusqu'en 2010-2011. Et là, ben voilà, je me remets pour une petite douleur au genou et notamment une pubalgie que j'attrape. En fait, je me remets au VTT en 2010-2011. Et là, c'est là que je rencontre Polo, etc., que je commence à m'éclater en VTT, à retrouver des sensations. Mais au fil du temps, là, que j'ai fait les courses de VTT, j'ai fait des Coupes de France, j'ai fait un peu tout ça, mais ça ne change pas que de temps en temps, j'allais faire du trail, de la course de montagne. Et je suis beaucoup en recherche de contact nature. Et malheureusement, je n'avais pas trouvé vraiment en VTT le contact que je retrouve en course à pied, en fait. Vraiment, où on est vraiment au contact direct de la montagne, à s'accrocher aux arbres, etc. Et surtout moi, sur les courses que je fais. Et donc, c'est pour ça que là, j'ai décidé clairement j'ai stoppé le VTT maintenant. J'ai encore une gravelle pour me déplacer, mais je m'oriente vraiment maintenant sur les courses de montagne, type skyrunning. Et je vais voir encore si je vais petit à petit basculer sur l'ultra trail ou pas. Parce que voilà, c'est une sensation. Pour l'instant, j'arrive à me faire plaisir en vitesse, à avoir de la vitesse, à descendre très fort, puisque voilà, je suis assez bon descendeur. Et voilà, globalement, mais bon, je m'éclate. Jamais arrêté le sport, en fait, mais j'ai changé de discipline tous les 10 ans. Ça, c'est de la présentation, merci. Ouais. Alors, évidemment, je vais avoir plein de questions. Je pense qu'on n'aura jamais assez de temps pour toutes les poser. Je vais commencer par revenir sur ton passé, et notamment parce que je me rappelle avoir lu ton livre il y a très longtemps. Je pense que dans les années 2000, tu as écrit un livre entre C'est ça. 2000 et 2010. Et dans ton livre, il y avait une chose qui m'avait marqué. Donc déjà, tu racontes que tu galérais juste à suivre, que c'était de plus en plus difficile. Puis une fois, tu as gagné. Alors, je ne sais plus si c'est le Grand Prix de la Marseillaise ou l'Étoile de Bessèges, une des deux. L'étoile de Bessèges, non, je fais meilleur grimpeur, mais je suis pas loin de gagner, je me fais reprendre. La Marseillaise, je dois faire 3. Donc non, si j'ai pas gagné. Quelle est la première course professionnelle que tu as gagnée? Mi-août-bretonne. Bretonne. D'accord. Ouais. Et tu racontes dans ton livre tu vas raconter, mais tu racontes dans ton livre que rien que c'était très difficile parce que du jour au lendemain, tu n'arrivais plus à suivre et tu Ouais. comprenais pas pourquoi. Ouais, alors au début, disons que je croyais pas à l'effet de dopage en fait, clairement. Je le dis honnêtement, je croyais pas à l'effet de dopage. Moi, chez les amateurs, je sortais d'une année où clairement je dominais, c'est-à-dire que je suis champion de France contre la montre espoir. J'étais le plus fort sur le championnat de France sur route. Je fais que troisième parce que j'attends le sprint. J'aurais dû attaquer la dernière bosse. Bon bref, il y a un centre de place où là, voilà, parce que c'était du petit dopage, ça trafiquait au cortico, au fer, etc. C'était pas ce que fait un petit. Ça reste du dopage et donc attention, hein, je dis pas que c'est bien,
mais du moins, c'est pas ce que j'ai connu ensuite chez Festina. Après, j'y croyais tellement, j'y croyais beaucoup parce que, ben voilà, je savais que j'avais les meilleurs tests, je voyais que j'étais vraiment physiquement fort et que j'avais encore de la marge, bien évidemment. Et malheureusement, première année, disons que je suis surpris parce que dès les premières courses, en fait, la première course que je fais chez les pros, alors il faut savoir que les 3 premiers mois chez les pros, en fait, j'étais chez Force Sud. J'en ai pas parlé parce que c'est une petite équipe qui a capoté rapidement. Et j'ai basculé rapidement chez Festina qui me ziotait depuis un petit moment. Et chez Force Sud, c'est vrai que j'arrive à l'étoile de Bessèges, j'arrive à tirer mon épingle du jeu par des échappées. Je suis vraiment pas mal du tout. Je fais les courses, toutes les étapes devant. Alors, c'est ma première course chez les pros le lendemain de la Marseillaise. Et là, rapidement, j'arrive au mois de mars où là, par contre, c'est un autre monde, en C'est fait. ça. Le mois de mars, c'est le critérium international qui démarre, donc fin mars. Et là, tu vois que ben, c'est plus pareil, en fait. C'est plus les mêmes coureurs. Tu te demandes comment ils se sont transformés du jour au lendemain, mais c'est plus tout la même vitesse. C'est-à-dire que tu passes d'un moment où tu arrives à faire la course devant jusqu'au moment où ben, tu t'accroches pour rester dans le peloton, quoi. Et c'est sûr que là, voilà, tu te dis, waouh, il y a un souci. Alors, première année, tu te dis, ben ouais, c'est peut-être aussi dû à l'entraînement, il faut peut-être voir autrement. Tu manques de puissance, tu es trop tendre, tu arrives de chez les pros, tu n'as que 4 ans de vélo. Voilà, il faut se faire à tout ça, mais au finalement, la déception, c'est répété tous les ans. Donc voilà, jusqu'au moment où obligé d'admettre ben, qu'à cette époque, ben, si tu jouais pas, ben, c'était compliqué de jouer la gagne, quoi. C'est Et compliqué, voire impossible. donc tu fais le constat. Tu as un entraîneur à l'époque ou tu es tout seul? Ouais, j'ai un entraîneur, c'est Antoine Vaillet, ouais. Ah, donc Antoine Vaillet, tu as suivi donc dès le Mais début? disons qu'Antoine Vaillet, moi, je le découvre chez Festina. C'est Bruno Roussel qui l'avait embauché pour être D'accord. entraîneur chez Festina. Parce que Bruno Roussel voulait amener ce qu'il y avait de mieux pour l'équipe, en fait. Ce que disent aujourd'hui faire les Sky, Ouais, enfin, c'est ça, ouais. toutes ces équipes, quoi. On fait ce qu'il y a de mieux dans notre équipe, alors que tout le monde fait à peu près la même chose. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était tout nouveau, c'était un petit peu révolutionnaire, parce que le Ouais, c'était là, spécifique, nous, c'est ça. en 96, c'était le spécifique dans le cyclisme était très peu connu. C'est-à-dire que les mecs, ils faisaient des bornes, des bornes, des bornes. Alors Ouais. qu'Antoine Vaillet amenait déjà les cardio, quoi. Les cardio, et moi, je roulais déjà avec un SRM à l'époque. Voilà, c'est ça, c'était Et, le euh, début et du SRM, ouais. ah ouais, c'est le début du SRM. Et donc, je m'entraînais voilà, avec le SRM à l'époque et tout ça. Et je prenais plaisir à ça parce que ça me permettait de comprendre mon entraînement. Ouais, tout à fait. Et moi, je détestais aller rouler pour rouler et ne pas voir la progression, ne pas avoir des choses chiffrées pour voir où ça en était. Voilà. Parce qu'il faut savoir que même moi, quand j'étais amateur et tout, je m'entraînais, j'avais un entraîneur de club, mais j'ai toujours eu la particularité, même chez les pros, finalement, de prendre plus de plaisir à battre mes chronos à l'entraînement que finalement faire des courses, quoi. Ça a été un petit peu mon problème après. Et c'est toujours un petit peu mon problème aujourd'hui, en fait, parce que je suis quelqu'un qui cherche à être en forme tout le temps. Je me fiche de savoir, ça me plaît pas de préparer une course, de récupérer une semaine avant une course, ça me gonfle en fait. Parce que j'ai toujours besoin de me sentir un petit peu fatigué, de m'en mettre toujours plein la gueule un petit peu, parce que c'est un état dans lequel je me plais. Or, c'est vrai que peut-être en termes de santé physique, c'est pas le top, parce que des fois j'ai des périodes de fatigue, mais bon, vous savez, l'Organisation mondiale de la santé, elle dit clairement que la santé, c'est l'équilibre entre le bien-être physique, mental et Et social. mental, ouais, c'est ça. Donc, c'est vrai que parfois, je privilégie mon côté mental par rapport au côté physique, parce que ça me fait du bien d'être dépouillé. Et du coup, donc Antoine te suit. Lui, tout de suite, alors parce Antoine Vaillet, pour que tout le monde sache, c'est un entraîneur, enfin un ancien entraîneur, où il entraîne encore, je pense, qui aujourd'hui est aussi dans le combat du dopage, mais de façon un peu plus différente, via son propre média. Ouais. Et donc c'est la personne qui écrivait dans Le Monde sur le dopage pendant le Tour de France, ou calculait les performances des athlètes pendant le Tour de France et dénonçait quand c'était anormal, pour résumer vulgairement. Et donc Antoine te suit, et est-ce qu'à un moment, il dit, lui aussi, il doit réaliser ce qui est en train de se passer, parce que je pense qu'à l'époque-là, il n'avait pas conscience de ça non plus. Est-ce que vous Non, avez eu mais des en fait, discussions où vous vous êtes dit, mais il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui va pas, quoi? ouais, non, mais de toute façon, on se soutenait, hein, tous les deux. À cette époque-là, on se soutenait. Mais de toute façon, moi, clairement, quand j'ai vu les performances, j'ai rapidement compris ce que c'était. Et puisqu'après, de toute façon, moi, quand je suis passé chez Festina, on m'a clairement dit, tu signes pour 2 ans et demi, pour 3 ans, tu sais, un néo-pro, les 2 premières années, vous voir la première année, il joue pas avec les gros produits. On me l'a clairement expliqué, hein, quand j'ai signé mon contrat. Donc, cortico, fer, etc., tu peux, mais par contre, PE, hormone de croissance, testostérone, non, il n'est pas question. Tu attends au moins une année avant de le faire, etc. Je Pourquoi? dis, mais attendez, mais moi, il n'est pas de Pourquoi? question. Pourquoi on te dit ça? Ben, je sais pas pourquoi on me dit ça, c'est que tout simplement, peut-être qu'il y en avait certains déjà néo-pro qui avaient envie de rentrer dans le grand bain. Donc, clairement, ils étaient du genre de te dire, il faut que tu te fasses au rythme des pros, et c'est ensuite que tu prends la grosse artillerie.
Alors moi, de toute façon, d'entrée, je me positionne. Je lui dis, de toute façon, mais moi, ni cortico, rien du tout. J'ai jamais rien pris. C'est pas pour ça que je vais prendre quelque chose. Et là, Antoine Vaillet, qui avait envie justement de démontrer que lui, l'entraînement était plus important que le dopage, alors que les autres disaient totalement le contraire. Moi, j'ai entendu de nombreux coureurs expliquer à Antoine, de lui dire, tu sais, Antoine, la médecine est bien plus importante que l'entraînement, Oui. puisqu'il ne l'écoutait pas, en fait. Il n'avait pas de crédibilité chez Festina. Personne ne le suivait. Et je crois qu'on était 2 coureurs à suivre ses plans d'entraînement. Mais moi, j'avais envie, on se soutenait pour essayer de montrer qu'on pouvait y arriver, quoi. Il savait que moi, j'avais mes capacités. Lui, il était confiant à ses capacités d'entraîneur. Et donc, du coup, on a dit, on va essayer, on va montrer qu'on peut y arriver avec un très bon entraînement spécifique, puisque les autres, ils sont chargés comme des mules, mais ils s'entraînent pas spécialement avec du spécifique. Ils font des bons et des bons. Et c'est comme ça qu'ils travaillent. Bon, je dirais qu'on a plutôt échoué. Oui, on va dire ça. Tu évolues quand même parce que tu arrives à gagner, à faire des places, ce qui est Mm. assez remarquable et montre, finalement que tu avais un potentiel, assez extraordinaire et d'ailleurs, je pense que beaucoup de coureurs ont perdu leur carrière parce qu'il doit exister aussi des coureurs comme toi qui étaient honnêtes, avec un gros potentiel et qui ont pas pu, je pense surtout dans les années 2000, exprimer, à leur juste valeur. Est-ce que tu étais au Tour de France en 98? Non, c'était pas Non, sur le pas toi. tour. Justement, pendant le, c'est là de se dire que finalement, ça me travaillait parce que 96, donc je passe pro chez Festina, je découvre tout ce qu'il y a. Franchement, en 98, avant que l'affaire éclate, j'étais prêt à arrêter le vélo. Il faut savoir que 4 mois avant que l'affaire éclate, j'avais dit à ma femme, j'arrête le vélo, j'en ai marre, fait chier et tout, je peux. J'en discute avec Antoine et il me dit non, ben écoute, c'est. Et là, on échange, je dis non, mais c'est plus possible. Regarde, les mecs, ils sont à 60 hématocrites. Enfin, parce qu'on nous prenait, hein, on nous prenait l'hématocrite. Moi, on me prenait, par exemple, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et là, je décide d'arrêter le vélo. Il me dit oh non, c'est plus la peine. Je veux dire, je prends plus plaisir à aller m'entraîner dans mes montagnes tarnaises qu'aller sur les courses. C'est toujours un calvaire. J'en bave, j'en bave. Je dis non. Et là, on essaie de réfléchir. On est dit, tu sais, peut-être qu'il serait intéressant de tester l'hypoxie pour éventuellement voir. Alors, au début, je tique un peu. Je dis ouais, l'hypoxie, bon, bref. Et finalement, je choisis d'aller tester l'hypoxie dans des chambres hypoxie à Brie-de-les-Bains, en fait, chez 2 frères qui faisaient du ski de fond à l'époque pour voir ce que ça pouvait donner éventuellement. Et donc, je vais faire un stage de 18 jours avec mon épouse dans une chambre hypoxie, quoi. On était tous les deux dans du. Alors, chambre hypoxie, en fait, c'est une chambre toute hermétique où tu raréfies l'oxygène, que tu simules une altitude de 2800-3000 mètres. Et après, tu vas t'entraîner dans l'école qui est autour. Et bref, et moi, à l'époque, pour vous donner un exemple, j'avais 41 d'hématocrite, j'arrive à monter à 43,5 d'hématocrite et qui a rebaissé 3 semaines après, quoi. Mais ça m'a permis de faire un gros stage d'entraînement qui a été très, entre guillemets, très animé parce que pile au bout du 3e jour de stage, il y a l'affaire Festina qui éclate. Et donc, j'ai suivi l'affaire Festina pendant 15 jours depuis les Alpes dans mon hôtel, l'hôtel du Phoque, ça s'appelait, à Brie-de-les-Bains, alors que j'étais, moi, en stage hypoxie, en fait. Et là, tu découvres ce qui se passe et là, tu te dis: «Putain, qu'est-ce qui Non, va au début, je m'arriver, prends quoi?» peur. Au début, je prends Ah oui, peur parce oui, que je me dis, évidemment. ben, on va me mettre dans la même boîte, quoi. Tout Bah le monde oui, va c'est sûr. considérer. D'ailleurs, quand je partais rouler dans les Alpes, des mecs me voyaient en Festina, ils me faisaient des signes de piqûre dans le bras, etc. Je m'en prenais plein la gueule. Mais voilà. Et bon, après, rapidement, bien sûr, on a été entendu. Rapidement, la vérité a été connue me concernant. Voilà, et du sud, j'ai été reconnu comme voilà, le coureur qui se dopait pas. Donc, ça n'a pas été très long, mais c'est vrai que c'est une inquiétude aussi. Et puis, me dire, ben voilà, qu'est-ce que je vais devenir après en termes de boulot, tout ça, etc. Donc, et c'est là d'ailleurs que, en fait, quand ça éclate, etc., ou rapidement, en fait, la Française des Jeux vient vers moi, quoi. Donc, Ouais, ouais. Dans l'équipe, tu étais, considéré de quelle façon, du fait que tu étais à l'écart par rapport à ces pratiques? bon, au début, j'étais néo-pro, donc ça se passait assez bien. Si ce n'est que Virenque, clairement, il avait dit que dans 2, 3 ans, ben, il me voulait sur le Tour de France pour l'aider pour le truc, parce que dès le premier stage, clairement, voilà, on se retrouve qu'à 2 ans du col. Bon, ouais, il y a un ensemble de choses. Donc, au début, eh ben, il est très sympa avec moi, quoi. Mais après, rapidement, ben moi, rapidement, je m'oppose à plein de choses dans l'équipe, hein. Mais c'est pas que le dopage, en fait. Il y a plein de choses. C'est-à-dire que, ben clairement, les mecs, ben, avant d'aller au bus, ben, c'est pas eux qui descendent les valises, c'est les soigneurs qui vont chercher les valises. Et si les soigneurs arrivent en retard, ils gueulent. Ils arrivent au petit-déj, s'il manque de pain, eh ben, ils demandent aux soigneurs d'aller demander du pain plutôt que de se lever à en chercher. Ils débarrassent pas la table après le petit-déj. Enfin, il y a plein de choses comme ça. Ils râlent pour quoi que ce soit. On arrive sur les péages d'autoroute, les mecs, ben, ils doublent toutes les voitures parce qu'ils ont des vélos sur la voiture. Et moi, je dis, mais attendez, donc je m'oppose un petit peu à tout ça. Je trouve pas ça normal, en fait, ce truc qu'on se croit au-dessus de tout le monde, tout ça. Et jusqu'au moment où, en fin d'année,
fin 96, je crois que c'est. Je m'oppose, je veux un coup de gueule à une grosse réunion de fin d'année parce que Virenque qui commence à gueuler qu'il veut pas de casque, de laser. Laser était venu présenter des casques et il se fout à se foutre de la gueule du représentant laser et tout, du commercial. Et là, j'ouvre ma gueule en fait. Je dis mais vous prenez pour qui? Enfin, en voulant dire mais comment le mec qui vient, il fait son job, comment vous foutez de sa gueule, etc. C'est pas normal. Et puis en plus enchaîne derrière une réunion par rapport au Tour de France et les primes du Tour de France et toutes les primes de l'année. Et il faut savoir que quand on est dans une équipe pro, souvent, toutes les primes gagnées sur l'année sont mises dans une grosse cagnotte, en fait. Et ensuite, tu es payé, en fait, tu répartis les primes de course à la journée. C'est-à-dire que si moi, par exemple, je tournais entre 100 et 120 jours de course, c'était tant le jour de course. C'est-à-dire que tu additionnes tous les jours de course de tous les coureurs, tu divises la somme par le nombre de jours et ensuite tu donnes tant à chaque coureur. Et là, le mec qui était chargé de la comptabilité, il commence à dire, ouais, bon, bref, voilà, tant de gagner cette année, 50% pour les produits, il reste tant, et donc ça fait tant la journée. Mais ça se jouait à, je sais plus, bon, à l'époque c'était en francs, hein, et là, je lève la main, je dis, mais attendez, tu es en train de dire que moi je suis en train de payer vos produits, alors que moi je n'en consomme pas. Et j'ai ouvert ma gueule comme ça, devant Biranque, devant tout ça, alors que moi je savais que je ramenais aucune prime quasiment, je gagnais quasiment jamais. Mais je trouvais pas normal finalement, si j'ai le droit à ma journée, que j'ai qu'une demi-journée parce que je paie les produits des autres, quoi. Et là, voilà, bon, alors petit à petit, tout ça a commencé à foutre pas mal le bazar. Et voilà, donc après, ça changeait pas que j'avais des perfs, donc ils espéraient. En fait, parce qu'il faut savoir aussi que ben, moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'avais un taux d'hématocrit à 41-42. Et ils savaient très bien qu'avec le moteur que j'avais, avec 41-42, si on me mettait à 50, eh ben, j'étais plus le même, en fait. Et ça, ils le savaient, en fait. C'est pour ça qu'ils voulaient être patients, mais ils y croyaient beaucoup. Et c'est pour ça qu'il y a eu plusieurs choses qu'on fait. On me faisait faire chambre avec les grands coureurs, Pascal Hervé, des plus grands, voilà, avec Pascal Hervé, des mecs qui étaient là pour essayer, Gianluca Bortolami, l'Italien, qui était pour essayer de t'expliquer que finalement, il fallait aider le corps à récupérer et que finalement, il fallait penser à mener de l'argent dans la caisse et qu'il fallait penser à essayer de récupérer pour pouvoir aider les autres. Alors, au début, c'est ça, hein, c'est pourquoi on me reprochait de ne pas faire des récupérations. Des récupérations, c'était des piqûres de vitamines, de sels minéraux, etc. Ben, tout simplement parce que moi, j'étais contre tout acte médical ou des cachetons, quoi que ce soit pour récupérer. Moi, je me disais, plus tu te fatigues, plus ton corps récupère, et plus il apprend, plus il s'adapte, et plus tu progresses, quoi. Moi, j'étais vraiment dans cette conception, quoi, et comme je le suis toujours d'ailleurs aujourd'hui, et de vouloir adapter en permanence le corps, et de considérer, de savoir, et de toujours avoir l'idée que c'est quand on se repose qu'on progresse, et c'est pas automatiquement quand on s'entraîne. Et donc, du coup, ça, c'était vraiment essentiel pour moi. Et donc, petit à petit, voilà, il y avait plusieurs actes de pression jusqu'au moment où la plus grosse dépression, ça a été une semaine avant le Tour, en fait, où ça éclate en 98, où là, par contre, il était question de reconduire mon contrat, et où là, je suis convoqué dans la chambre des coureurs, dans la chambre du directeur sportif, Bruno Roussel, et où là, je constate que le médecin est là. Et là où, clairement, on me propose 2 contrats, quoi. On m'explique que j'ai les meilleurs tests de l'équipe. Ils me garantissent que si je prends PO en moins de croissance, testo, je suis sur le podium du Tour l'année prochaine, que je gagne Paris-Roubaix, etc. Donc, clairement, on me l'explique. Et on me propose en fait de signer soit pour un contrat, soit pour l'autre. Un contrat où je continue comme je suis, un contrat où je m'engage à prendre de l'EPO en moins de croissance testostérone. Le premier, c'était 4 500 par mois et le second, c'était 45 000 par mois. Donc, et au final, je choisis pour 4 500. 4 500 et vous savez, je suis content d'avoir choisi ça parce que ça me rappelle le film Smoking the Smoking où soit tu prends ta première cigarette, soit tu la prends pas et finalement ta vie est totalement différente. Et une semaine après, l'affaire éclate, quoi. Donc finalement, le choix que j'ai fait était le bon. Mais je me dis, je sais pas finalement. Et aujourd'hui, si on me reposait la même chose, qu'est-ce que je ferais? Bien évidemment, avec l'histoire que je connais, que j'ai vécue, je referais la même chose, j'ai tendance à dire. Mais je ne l'aurais pas vécu dans la situation aujourd'hui. Je suis père de famille, je vois que l'avenir pour les enfants n'est pas super bon, on a envie de leur préparer leur avenir et tout. J'en sais rien en fait ce que je ferais comme choix si on me proposait 45 000 aujourd'hui. Le fait est, c'est qu'à l'époque, j'ai choisi 4 500 et donc de faire éclater dans la foulée, quoi. Donc, ce qui m'a en grande partie sauvé. Et c'est bien ce que tu racontes cette histoire parce que je pense qu'aujourd'hui, tu es ce que tu es parce que tu as choisi 4500 et tu te bats pour que les jeunes choisissent cette option-là. Ouais, enfin, je me bats pour que les jeunes choisissent. Ça, c'est déjà la première chose. Ouais, qu'on leur impose pas. Moi, vous comprenez, enfin, je parle à tous, j'irai pas dire à quelqu'un qui est dans la difficulté, qui est dans la misère, qui n'a pas d'avenir, qui ne sait pas bien de pas se doper. Je peux pas me le permettre, en fait.
Moi, ma vie que j'ai construite avant, la vie qu'on m'a apportée, l'éducation qu'on m'a apportée, m'a permis de faire ce choix-là. C'est-à-dire que j'étais déjà quelqu'un de heureux. Il faut savoir que le dopage est une solution à un problème. Si quelqu'un se dope, c'est qu'il a un problème. C'est que déjà, il baisse les bras. C'est qu'il se dit qu'il n'y arrivera pas. Il y a un obstacle face à lui, il n'y arrivera pas à l'atteindre à lui tout seul. Et donc, il baisse les bras et il dit, eh bien, je vais prendre la solution facile. Mais peut-être aussi, à côté, c'est qu'il est dans la merde. C'est qu'il faut qu'il fasse vivre une famille. C'est qu'il veut sortir d'un pays où il est dans la misère. Je veux dire, un Kazakh qui arrive ou un Slovène qui arrive, qui est dans la misère dans son pays, si grâce au dopage, il devient riche. Je veux dire, je prends l'exemple de Vinokourov. Grâce au dopage, il vit aujourd'hui à Monaco. Il a acheté une belle maison à ses parents, etc. Je ne dis pas que c'est bien. Mais je dis juste que quand on veut faire de la prévention, il faut éviter de jeter le discrédit sur le produit et celui qui le consomme. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi les gens le font. Et moi, mon rôle aujourd'hui, ce que j'essaie de faire dans la prévention, c'est essayer de comprendre comment on en arrive là et sur quoi on peut travailler pour éviter que les gens en arrivent là. Et là, il y a plusieurs aspects. C'est déjà informer les gens sur les dangers du dopage, c'est la première des choses. Mais c'est surtout, moi, ce en quoi je crois beaucoup, c'est développer les compétences psychosociales et l'estime de soi chez les personnes. L'estime de soi, bon, c'est le côté, c'est la vraie, je parle de la vraie, bon, l'estime de soi. C'est-à-dire que moi, j'ai plein de gens à mon boulot qui arrivent le matin, qui vont dire que sa collègue est arrivée en retard pour lui dire qu'eux travaillent bien. Clairement, tu as vu, elle est arrivée en retard, en voulant dire, moi, tu as vu, je suis à l'heure. Ça, c'est la fausse estime de soi, où on a besoin de se comparer aux autres pour dire qu'on est quelqu'un de bien. La vraie bonne estime de soi, c'est quand on sera dans une glace, on se dit tout simplement, on se regarde le soir en se brossant les dents. Qu'est-ce que j'ai fait de ma journée? Est-ce que j'ai rendu des gens heureux? Est-ce que je suis une personne bien, en fait? Et tout ce qui est compétences psychosociales, c'est autre chose. C'est la capacité à dire non. C'est cette capacité à pouvoir se créer un argumentaire. C'est-à-dire que moi, quand on m'a proposé le dopage, clairement, j'avais mes idées, j'avais mon argumentaire, j'avais mes critiques, je savais où j'allais, en fait. Et donc, automatiquement, j'ai réussi à défendre ça. Beaucoup ont commencé à se doper tout simplement parce qu'ils ont été faibles. Faible, c'est pas péjoratif, mais c'est qu'ils n'ont pas su rester, ils n'ont pas eu la force de rester sur leurs convictions. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on peut le travailler, en fait. Et sur lequel on peut travailler auprès des jeunes et tout là-dessus. Et après, je dirais je rajoute un troisième point qui est super important, c'est se rendre libre, en fait. Et quand je dis se rendre libre, il faut ces compétences psychosociales, il faut cette estime de soi, mais il faut se créer un ensemble autour de soi qui nous permet de rester libre. On ne nous enlève pas la liberté. Seulement, parfois, on ne se la protège pas. Moi, j'ai toujours eu plusieurs cordes dans mon arc. Encore aujourd'hui, j'ai un métier qui me plaît, je suis dans la lutte contre le dopage, mais si demain le ministère il me dit quelque chose, il me dit il y a les Jeux Paris 2024, les Français, vous les laissez tranquilles, on les laisse faire ce qu'ils veulent et vous contrôlez que les étrangers, je vais ouvrir ma gueule et j'ouvrirai ma gueule. Et pourquoi j'ouvrirai ma gueule? C'est parce que j'ai d'autres activités à côté. C'est que je sais que je peux rebondir s'ils me foutent dehors. Et ça, c'est important, c'est ne pas être prisonnier d'une situation, ne pas être au bout d'un couloir où il n'y a qu'une seule porte. C'est pouvoir toujours avoir le choix. Et c'est comme ça qu'on est libre, en fait. Les journalistes qui viennent m'interroger pour connaître la vérité sur le tour, eh bien, ils sont dans cette situation de prison, en fait. C'est qu'eux-mêmes, ils ne peuvent pas ouvrir leur gueule, sinon ils perdent leur boulot. Eux-mêmes, ils ne peuvent pas dénoncer un coureur parce que sinon, ils n'ont plus d'interview, ils se mettent à dos tout le peloton, ils n'ont plus leur place sur le Tour de France. Et moi, j'ai toujours fait le nécessaire pour ne pas en arriver là, en fait. Est-ce que tu crois que Lance Armstrong, il a fait le choix du 45 000 à un moment donné au lieu du 4 500? Ben ouais. Ou alors il avait déjà fait le 45 000 avant et il a eu un problème. Ben, le 45 000, de toute façon, lui, il avait fait de toute façon, dans son idée, mais tout s'explique en fait. Lance Armstrong, il a eu une enfance difficile, il était battu à coups de pagaie par son père, etc. Et à un moment donné, il a voulu se venger. Et ce qui a eu un gros déclic, alors déjà, c'est son éducation qui a amené à ça, avec son beau-père, etc., où il a eu un côté hargneux, un côté violent dans sa tête, et où il a voulu montrer et tout faire ça, notamment pour sa mère, qui espérait et qui misait beaucoup sur lui. Et ensuite, il y a eu un second temps, donc c'est comme ça qu'il est devenu champion du monde. Il y a un second temps où derrière, il a signé pour l'équipe Cofidis. Et l'équipe Cofidis, à l'époque, ils avaient signé déjà un bon contrat parce qu'ils sortaient les amateurs champions du monde. Et quelques mois après, on apprend qu'il a atteint d'un cancer. Et là, rapidement, Cofidis dénonce le contrat et le fout dans la merde, c'est-à-dire qu'il le licencie sans aucune indemnité parce qu'il avait tout simplement le cancer. Et là, d'un coup, il s'en prend énormément contre la France. Et c'est comme ça que son idée dans la tête, là, qu'il n'a jamais quitté, c'était aller gagner le Tour de France chez les Français. Et c'est vraiment, et c'est réel, et sa motivation était telle que celle-là. Alors après, bien sûr, il est rentré là-dedans, il est rentré dans le dopage. Et ça a été le premier, justement, à venir me voir sur le Tour de France, à me foutre dehors, enfin, etc. Mais quand en 2012, clairement, il a tout avoué, il m'a proposé de me rencontrer, il a demandé à me rencontrer parce qu'il voulait s'excuser auprès de moi. Bien sûr, c'est américain, donc je me suis dit, il veut se refaire une image, etc. Donc au début, j'ai refusé. Mais après, j'ai dit, non, peut-être que médiatiquement, parce que lui, il voulait aucun média, en fait. Il voulait venir me voir, donc ça m'a interpellé quand même.
Et moi, j'ai dit, ben non, finalement, je pense que c'est l'opportunité de montrer qu'il y en a qui font des choix à court terme, des gens qui font des choix à long terme, comme moi, et que finalement, aujourd'hui, peut-être le plus heureux, c'est moi. Et c'est pour ça que j'ai décidé de le rencontrer. On a échangé, 2 journalistes étaient présents, que moi, personnellement, j'avais choisi. Et on a échangé longuement. Et clairement, j'ai dit qu'il n'avait pas à s'excuser parce que finalement, si c'était dopé, s'il avait été comme il était, c'était pas pour me faire du mal, c'était juste pour se faire du bien. Parce que même aujourd'hui, quand on s'en prend plein la gueule, qu'on a l'impression que des gens nous font du mal, etc., les gens nous font pas du mal. Les gens se font du bien. Et aujourd'hui, on est dans une société où les gens sont tellement sur la revendication, on a l'impression de ne pas être respecté. Comment on voulait, quand on n'est pas respecté, que ces gens prennent soin des autres? C'est pas possible. C'est-à-dire que d'abord, il faut se sentir respecté pour prendre soin de soi, avoir une bonne estime de soi, et c'est après qu'on devient bienveillant et qu'on devient tout ça. Et c'est pour ça que je l'ai rencontré, je lui ai dit qu'il n'avait pas à s'excuser auprès de moi parce qu'il n'avait pas voulu me faire du mal. Il s'était juste fait du bien, il s'était protégé par rapport à tout ce que je pouvais dire. Et tout simplement, et donc de voir que finalement, et quand je lui ai dit, je lui ai dit, bah, écoute, moi, toi, j'ai pas de regrets, aujourd'hui, je suis heureux, j'ai plein de projets, toi, je fais ci, je fais ça, et je dis, et toi? Et lui, il me sort une photo de sa famille, il me dit, ben, je suis heureux, tout simplement. Je voyais très bien il était pas bien. Et en toute honnêteté aussi, ce qui m'a motivé pour le rencontrer, c'est que je voulais pas vivre à nouveau et être responsable, pas responsable, mais ne pas l'avoir sauvé. Honnêtement, sur le coup, j'ai eu la crainte qu'il fasse une pantanie, en fait. C'est-à-dire qu'on le retrouve D'accord. mort dans une chambre, tout simplement, parce que c'est pas simple. Vous savez, quand vous êtes une star en haut et que d'un coup, vous êtes rejeté Mmh. par le milieu, vous êtes considéré comme le diable, c'est pas simple à vivre, en fait. Et moi, je voulais justement juste lui dire que je lui en voulais pas, que ce qu'il a fait lui, eh bien, d'autres l'avaient fait et que c'est des choses qui peuvent se comprendre. Et voilà, donc c'était une discussion super intéressante. Et moi, Armstrong, j'en veux pas, en fait. J'en veux pas parce que lui, il a fait ses choix comme les autres les ont fait. Mais j'aimerais que, voilà, comme on disait tout à l'heure, que les jeunes puissent faire le choix qui est le meilleur pour eux, mais surtout le choix à long terme, en fait. Et surtout, moi, quand j'interviens pour la Fédération française d'athlétisme, sur les équipes de France et tout ça. Et la première des choses souvent que je demande aux plus jeunes, et même aux moins jeunes, parfois, je leur demande de me décrire sur un papier pour eux ce qu'est être heureux. Quel est leur objectif? Alors souvent sur 6 mois, sur 1 an, 5 ans, 15 ans et 30 ans. Et en fait, tu te rends compte que personne ne réfléchit à ce qu'est être heureux. On le fait au jour le jour, on prend les choses, on a des petits plaisirs qu'on va essayer d'aller chercher, etc. Et après, on travaille sur ce qu'est un grand plaisir, en fait. Parfois, un plaisir immédiat empêche d'avoir un grand plaisir dans quelques semaines ou dans quelques mois. Et c'est ce qui permet ensuite de vivre dans de la contrainte. Moi, je ne suis pas heureux si je n'ai pas de contrainte, en fait. Si j'ai passé une journée que dans du confort à ne pas m'imposer des choses, je ne suis pas bien, en fait. Mais ça, c'est moi. Je ne dis pas qu'il faut être comme ça, Mmh. attention. Mais ce qui est important, c'est que chacun trouve son équilibre et qu'il trouve l'essentiel, voilà, pour se De sentir heureux, en fait. motivation profonde. Ouais, Ah, c'est très intéressant ce que tu dis et c'est marrant parce qu'on en a pas en fait, la semaine dernière, on a fait un podcast sur le mental et les limites, nos propres limites et on a parlé de ce que tu es en train d'expliquer, des motivations profondes et l'importance d'en avoir pour avoir un but dans la ouais. vie, tu vois? Et puis, Et comme je dis, en fait, la motivation, il faut mettre du sens, en fait. Il faut un pourquoi. Le ouais, c'est pourquoi ça. très fort, en fait. Et si on n'a pas un pourquoi très fort, après, et c'est comme aussi les objectifs, hein, c'est trop facile de se garder des objectifs pour soi. J'entends trop de monde, en fait, qui se fixe des objectifs, mais qui les annonce pas, en fait. C'est déjà un cran au-dessus quand tu l'annonces, en fait. Parce que ne pas l'annoncer, c'est se donner le droit de ne pas l'atteindre. Ou du moins de baisser les bras d'ici là. Et ce qui est super important, justement, si on parle de motivation, c'est l'approche qu'on peut avoir par rapport au regret, par rapport à l'échec, en fait. Moi, je dis que finalement, si tu termines une course ben, à la troisième place, mais que finalement, tu espérais être premier, mais que tu as tout donné pour y arriver, c'est pas bien grave. C'est un échec, mais tu t'en remets facilement. Par contre, si tu sais que tu loupes le coche parce que tout simplement, eh bien, une semaine avant, il a plu, il a fait froid et tu as préféré rester au chaud qu'aller t'entraîner ou autre chose, ben, le regret, tu le traînes toute ta vie parce que peut-être que cette occasion, elle se représentera pas, en fait. Et ça, c'est super important par rapport à ça. Et l'échec, en fait, quand on parle d'échec, j'avais bien aimé le 1er janvier 2020, la phrase la petite vidéo de Thierry Marx, alors le grand chef, je ne sais pas si certains d'entre vous le Mmh. connaissent, Thierry Marx qui disait pour 2020, je vous souhaite plein d'échecs. En voulant dire, eh bien, voilà, si vous avez plein d'échecs, ça veut dire que vous aurez pris plein de risques, que vous serez sorti de votre confort. Et vous, donc, du coup, vous aurez progressé. Merci, c'est parfait. C'est parfait, tu pourrais pas mieux dire. Parfait, ah, c'est important et donc du coup, là, donc tu retiens de Lance Armstrong que finalement c'est quelqu'un qui au fond,
une bonne personne. Tu as eu des nouvelles de lui depuis la fois où tu l'as vu en 2012? Non, si une fois je l'avais eu parce qu'en fait, il s'était engagé avec moi éventuellement si je mettais en place une grosse action de prévention, de dopage et tout, de venir intervenir à mes côtés, tout ça donc voilà. Après lui, ben voilà, je pense que c'est un amoureux du sport aussi Ouais, apparemment. et ça, c'est sûr que pour lui, ça lui fait mal de pouvoir et un amoureux de la compétition, Ouais, contrairement à moi, en fait. Ce que je comprends chez lui, mais en fait, je dis pas que j'aime pas la compétition parce que peut-être que parmi ceux qui écoutent, il y en a avec qui j'ai déjà fait des compètes et je fais toujours des compètes. Mais moi, je fais des compètes à l'Albert Jacquard, en fait. C'est-à-dire que pour ceux qui connaissent pas, Albert Jacquard, donc, il disait toujours de belles phrases et toujours de bonnes idées. Et en fait, il expliquait clairement que la compétition permet une opposition, mais le but n'est pas de battre l'autre. Le but est de se servir de l'autre pour dépasser ses propres limites. Et ça, c'est super important. Ça veut dire que l'adversaire devient un ami et pas un ennemi. oui, Ça bien devient sûr. quelqu'un qui va t'aider à aller au-delà de tes performances. Et ça, c'est super intéressant. Et je dirais juste un petit exemple que je reprends souvent. Il y a quelques années, j'avais fait le duathlon, la Coupe d'Espagne de duathlon en Espagne, duathlon montagne. Deux manches, j'avais fait une en début d'année, une en fin de saison. Et la première en début de saison, ben finalement, je fais deuxième derrière le champion d'Espagne et on se tire la bourre vraiment très fort. Mais je fais second. Et en fin d'année, vers le mois de septembre, je reviens sur une deuxième manche et bien sûr, le français, je n'avais pas participé aux autres épreuves. Je me retrouve totalement en queue de peloton. On n'était pas beaucoup, on était 80 au départ. Mais ça partait en VTT d'entrée. En fait, le duathlon de montagne, c'est quoi? Tu pars en VTT, tu montes 500-600 dénives, tu arrives de là, tu poses ton VTT, tu fais un KV aller-retour, 1000 mètres de dénive, 1000 mètres de descente, tu reviens à ton VTT et tu rentres à la ligne d'arrivée. Et là, donc, je me retrouve derrière les 80 mecs au départ VTT. Donc, je savais que ça allait bouchonner. Et là, je vois devant le champion d'Espagne qui est interviewé par le mec au micro. Et à un moment donné, après être interviewé, il se retourne, il regarde le peloton, il me voit au fond. Et je le salue. Et là, je le vois, il appelle le speaker, appelle l'organisateur. Et l'organisateur vient me chercher pour que je sois à côté de lui sur la ligne. Tout simplement parce qu'il voulait qu'on se tire la bourre. Et à contrario, je me retrouve sur une course de VTT, la Pastourelle, pour ceux qui connaissent. Un raid VTT, c'était pour les 20 ans, je crois. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus. Il y a un coureur où ils avaient invité tous les vainqueurs, en fait, dont je faisais partie. Et il y en a un qui vient me voir, il me dit Tiens, t'as vu, celui-là, ils ne sont pas là. Lui, il est malade et lui, s'est blessé. Il me dit Yes, 2 places de gagner. Et en fait, c'est là que tu te dis Putain, il y a deux approches totalement différentes, en fait. Et qu'est-ce qu'on veut alors finalement? C'est juste gagner parce qu'on veut être le premier et tout ça, ou est-ce qu'on veut de la confrontation pour aller au-delà de... Et moi, j'ai tout cherché, et Polo, je sais qu'il est là. Et j'ai toujours cherché, moi, justement, à ne jamais aller dans les masters et de toujours à essayer de courir avec les élites, notamment en VTT, parce que ouais, je faisais loin. Je faisais 25-30, mais je terminais dépouillé. Mais je terminais dépouillé, je me battais pour aller chez ces places-là. Alors que je sais que peut-être Master, j'aurais pu gagner avec peut-être plusieurs minutes d'avance, mais c'est jamais ça qui m'intéressait en fait. Après, c'est Et notre ça, chercher la éducation qui veut ça confrontation. aussi, Christophe. C'est Comment? notre éducation, hein. Je veux dire l'éducation, on va dire éducation nationale. On est conformé à alors, j'entends Oui. et je te comprends parce que je suis exactement comme toi. Mais enfin, on Oui, conforme mais il y a des solutions. l'individu, dans l'éducation nationale à ce type de comportement. Ben, et Les c'est ça. notes, le classement, Je suis et totalement d'accord avec toi. Et la preuve en est, de toute façon, moi j'ai 2 enfants, ils ont 16 ans et demi, 18 ans. Dès l'âge de 3 ans, ils ont fait l'école Montessori. Nous, on a décidé de les mettre à l'école Montessori, qui est une pédagogie différente, en fait, en fait, on respecte le rythme de l'enfant. C'est-à-dire qu'on les met dans une pièce et on considère que le jour où l'enfant a envie d'apprendre, il apprend 10 fois plus vite que lorsqu'il n'a pas envie. Et que peut-être pendant 2 ans, il ne va rien foutre, il va se tourner au milieu de la pièce en train de regarder les autres, mais dès qu'il va s'attaquer à l'atelier, il sait déjà tout faire, rien qu'à d'avoir regardé les autres. Pareil pour la langue, il ne va rien dire pendant 2 ans, et dès qu'il commence à parler, il sait déjà parler l'espagnol. Et c'est plein de choses où on respecte le rythme de l'enfant, où il n'y a pas du tout de comparaison, il n'y a pas de notes. Mais c'est surtout, il n'y a pas cette, voilà, on ne bouscule pas. Et je pense que c'est super important de travailler là-dessus en termes d'éducation. Je ne dis pas que c'est Montessori et rien d'autre, mais je dirais qu'on a beaucoup de travail à faire là-dessus et que l'école ne doit pas être, comme tu dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une éducation de compétition et c'est pas que l'école, c'est dans la société aussi généralement, où finalement, c'est toujours, moi, je discute souvent avec les médias où je leur explique que ben non, hein, on n'éliminera jamais le dopage tant que vous médiatiserez la victoire, en fait. Le jour où vous arriverez à médiatiser des valeurs, et j'ai dit souvent, prenez l'exemple d'un Kylian Jornet.
Kylian Jornet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un ultra-trailer. Physiquement, c'est un très grand sportif qui a gagné d'énormes courses. Aujourd'hui, en fait, il n'a même pas besoin de gagner des courses pour faire vendre des chaussures chez Salomon ou ailleurs. C'est que tout simplement, il véhicule des valeurs. Il véhicule des valeurs de nature, des valeurs de dépassement, des valeurs humaines, un ensemble de choses. Et ce mec, il est capable de faire vendre des équipements beaucoup plus que l'autre qui va avoir que des victoires. Et ça, je pense que les journalistes et autres médias devraient s'en inspirer et montrer que même les partenaires et les sponsors, et montrer que finalement, il suffit d'influencer un petit peu cette médiatisation pour faire basculer les gens vers les valeurs plutôt que vers la victoire. Ah ben, tout à fait. Je ne peux que confirmer ce que tu dis. Mm. Mon enfant aussi est un Montessori, donc c'est Ah marrant. ouais, Mais oui, bien c'est sûr. pas vrai. Mais bien Ah sûr, oui. je ne pouvais pas, voir l'éducation autrement que sous une forme de liberté. Et, enfin, tu vois, Ouais. voilà. Donc je partage pas totalement. Je t'ai dit au début, on était, nos novices on s'est jamais rencontrés, mais c'était tout comme. Et c'est vrai que le sport de haut niveau, il est à l'inverse de tout ça. Et aujourd'hui, ouais, comme tu dis, tu ne retiens que la victoire. Et parfois, mais il y a des performances qui sont plus belles que les victoires. Et c'est vrai Ouais. qu'on les met rarement en avant. Déjà, c'est la progression. Mm. Déjà, une chose, moi, souvent, quand je parle de motivation, et là, pareil, quand je fais auprès des équipes de France, tout ça, je leur explique, je leur fais la différence entre les deux différentes motivations. Tu as un mec qui fait 2h13 au marathon, il est 3e au championnat de France. Son entraîneur, il a le choix. Il lui dit, il a le choix entre deux motivations différentes. Il a la motivation facile. La motivation facile, s'il veut vraiment motiver ce mec, il lui dit, allez, tu as fait 3e cette année, l'année prochaine, tu vas chercher le titre. Mais c'est une motivation un petit peu pas très correcte, à mon avis. Et la deuxième motivation, c'est de lui dire, écoute, cette année, tu as fait 2h13. 2h13, si on fait ça, tu peux aller chercher 2h11. Ça, Tout à c'est une fait. vraie motivation parce qu'il va maîtriser l'objectif. C'est-à-dire que, et au pire, il va se louper à l'entraînement. Au pire, il va manquer quelque chose. Mais il aura fait le nécessaire pour l'atteindre. Par contre, le mec qui vise au championnat de France, si un mois avant la compète, il fait une course de préparation, qu'il voit qu'il y a 5 mecs qui sont plus forts que lui sur la course de prépa, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire si son objectif précis, c'est être champion de France? Mais il va faire une connerie. Il va faire une connerie parce que son objectif, c'est être champion de France. Par contre, le mec qui veut faire 2h11, quel intérêt il a à aller se doper pour faire 2h11? Ben, pas du tout. Parce que son trip, c'est faire 2h11, c'est un chier pour aller faire 2h11. Et ça, c'est super important, en fait. Il faut vraiment, quand on fixe des objectifs, il faut que les objectifs, de toute façon, c'est bien connu, il y en a un certain nombre de choses sur les objectifs, mais déjà, il faut qu'ils soient maîtrisables. Tu peux pas, comment tu peux dire à un mec, on va viser le champion de France si tu ne maîtrises pas la performance des autres? C'est pas possible. Donc, et tu vas sur de la déception, malheureusement. Et je pense que c'est super intéressant de pouvoir travailler sur de la progression notamment. Tu as eu un entraîneur que par Antoine Vaillet ou tu as eu d'autres entraîneurs après? Non, j'ai pas eu d'autres entraîneurs. Après, je me suis entraîné tout seul. Et tu n'as jamais voulu entraîner? Non. Non, Tu parce que as le discours pour? je l'ai jamais fait encore. Je l'ai pas fait, j'y pense, parce que d'ailleurs, c'est pour ça que je passe accompagnateur moyenne montagne, c'est que j'ai plein de demandes pour entraîner en trail, et notamment sur techniques de descente et tout ça. Mais en fait, je suis compliqué comme mec. Enfin, disons que je suis quelqu'un qui me fait mal à la gueule en permanence, en fait. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est difficile pour moi d'alléger une semaine, etc., pour préparer une compète. Je suis pas dans une philosophie comme ça. Et moi, si j'ai face à moi un mec, un sportif, qui est pas prêt à faire l'entraînement qu'il faut et aller rouler et le faire sérieusement, c'est-à-dire que moi, quand je pars rouler tout seul. Je suis dans cette philosophie parce que j'ai ma séance, quoi. J'ai ma séance. Et si quelqu'un vient rouler, eh bien, il va, voilà, s'il faut, il reste dans la roue, mais moi, je fais ma séance. Il ne faut pas que je m'arrête et tout. Et, et j'ai du mal à accepter que d'autres prennent l'entraînement différemment. C'est-à-dire, ils vont s'arrêter ou un pote, ils discutent pendant 5 minutes, ils repartent rouler, etc. Je suis pas très ouvert, en fait. Je suis pas très, ouais, c'est pour ça. Donc après, Ouais, mais justement, c'est toi qui aimes progresser dans la vie. C'est une façon de c'est pas forcément une progression, c'est pas forcément le mot, mais c'est une sorte d'évolution ouais, vers la ouais, ouais. compréhension de l'autre et un épanouissement que tu pourrais obtenir aussi personnel en te challengeant, en essayant de battre ces démons, tu vois. Ouais, ouais, ben, on verra. Mais pour l'instant, honnêtement, c'est vrai que je pratique beaucoup en plus. Ouais, bien sûr. Donc, il y a ça aussi. Alors, et comme je l'ai dit, honnêtement, aujourd'hui, j'ai 4 activités. 4 activités, dont une à temps plein.
Et après, 3 autres activités secondaires, mais qui me prennent du temps. Et à cela se rajoute mon sport où je fais entre 12 et 16 heures d'entraînement semaine, voire 17 heures. Donc, ça veut dire que voilà, je suis quand même quelqu'un voilà, qui suis pris. Et j'aurais tendance à dire que pour l'instant, je suis encore plutôt peut-être égoïste, peut-être, hein. Je fais pour moi avant de faire pour les autres. Et voilà, donc c'est pas d'actualité en tout cas. C'est quoi la plus grosse course que tu as fait en trail? En distance, tu veux Ouais, dire? ouais, en distance. Non, pour l'instant, je me suis limité à 70. J'ai pas été D'accord. au-delà. Tu as pas fait d'ultra encore? Non, voilà, Com mais je me D'accord. tâte là parce que tu vois, j'ai déjà fait des sorties de 12 heures, des choses comme ça. Je commence à prendre du plaisir. Musculairement, je résiste super bien à les descentes et tout. Donc, Ce qui est rare pour un cycliste. ouais, ouais, tout à fait. Mais disons que j'ai fait, par exemple, j'ai remarqué plein de choses en fait. Moi, je travaille vraiment souvent en entraînement croisé en fait. C'est-à-dire que je complète tout en fait. C'est vrai que je travaille beaucoup, je m'entraîne beaucoup sur le vélo pour éviter, c'est peut-être prévu sur le 42, Mmh. 3002 de Denive, mais pas l'ultra, non. Et donc, et en fait, moi, je m'entraîne en croisant, que ce soit VTT, enfin, VTT, je m'entraîne sur route, en fait, hein. Donc maintenant, j'ai un gravel, course à pied, renforcement musculaire, où j'aurais tendance parfois à travailler en complément, c'est-à-dire que je casse de la fibre en course à pied, je vais faire une grosse séance de descente à m'exploser la fibre, et derrière, je fais tout un travail de renforcement musculaire avec travail sur le vélo pour reconstruire du muscle, etc. Je ne le fais pas toutes les semaines, bien évidemment, hein, mais c'est occasionnel. Et où justement, je travaille tout ce côté-là, et le fait d'avoir passé la MM cette année, par exemple, ben, j'ai beaucoup accompagné de gens avec parfois 30 kilos sur le dos. Et ça, je pense que ça m'a énormément aidé. Et là, quand j'ai fait des dernières séances de 12 heures et tout, là, dans la période où il n'y avait plus de confinement, et bien, en fait, je me suis rendu compte que je résistais super bien. Et donc, voilà, c'est des petits trucs que je découvre encore, même à 46 ans, et qui me donnent espoir pour pouvoir progresser peut-être dans ces épreuves-là d'ultra-trail. Ouais, genre le Grand Raid de la Réunion, ça c'est quelque chose qui pourrait, toi qui aimes la Ouais, nature, ouais, pourrait ouais, mais te justement, alors je sais pas qui en a parlé du GRP là, le mais le GRP, ouais. GRP me tâte bien parce que le GRP est très très cassant. C'est une course qui me plairait, le Grand Raid de la Réunion aussi, ce n'est qu'il faut gérer le climat. Ouais, c'est ça. Mais voilà, alors que l'UTMB c'est un peu différent, ça court beaucoup plus. Mais bon, pour l'instant, comme je dis, je prends beaucoup de plaisir encore dans le skyrunning à avoir de la vitesse, c'est-à-dire à prendre en descente, en course à pied descente, en skyrunning, je prends autant de sensations qu'en VTT, quoi. Donc c'est vraiment un truc qui me plaît. Et tant que, ben voilà, je me dis, ben écoute, 46 ans, tu arrives à avoir encore du plaisir de vitesse en descente, enfin en sensation comme ça, donc on verra l'ultra plus tard. Ouais, d'accord. Ouais, c'est Pas intéressant. pressé, quoi. Tu connais l'ultra en vélo? Ouais, moi, ouais, enfin, je connais comme ça parce qu'on m'a invité à plein d'épreuves, justement, du côté de là-bas, dans le sud-est et tout ça. Il y a plein d'épreuves où on me demande. J'ai jamais fait le pas. J'ai pas envie de rouler longtemps en fait. Tout seul, oui, ça me prendra, tu vois. M'est arrivé de faire 350 bornes tout seul avec le VTT sur du roulant, hein. Mais tout ça, mais c'est perso, quoi. C'est des tripes. Mmh. C'est le truc qui me plaît. J'ai pas besoin finalement de participer à une course pour me faire plaisir sur 350 bornes ou voire plus, si tu veux. Donc, ouais, c'est des choses qui me plaisent. Tout comme j'adore partir pendant 15 heures en montagne, quoi. Mais après, de là, aller me préparer pour une compète, tout ça, pas pour l'instant. Non, Ouais, non, beh, ça c'est pas. dans On l'esprit m'a de invité l'ultra plusieurs fois. dans l'esprit de l'ultra justement et c'est l'esprit de l'ultra, c'est vraiment Ouais. partir et s'évader, tu vois? Il y a pas vraiment tu prépares Ouais, c'est pas, tu ça. Et vois? puis le plaisir de la nuit, quoi. Le C'est plaisir de ça. la nuit, moi Ouais, c'est vrai j'adore. que Je veux dire, la nature, la nuit, j'adore. Donc, c'est d'ailleurs pour ça que, voilà, je développe beaucoup ça là-dessus. Donc, et je vais m'orienter de plus en plus par ça, donc, vers ça. Donc, comme je dis, c'est vraiment le contact nature dont j'ai besoin. je vais te poser une question, qui peut te paraître bizarre, mais, quelle est ta perception, du sport et de l'écologie aujourd'hui? Et qu'est-ce que tu penses, qu'on pourrait améliorer, comme veut le faire Kylian en refusant de partir à travers le monde, faire ses exploits comme il l'a annoncé? Honnêtement, pour l'instant, j'ai pas de démarche et j'avoue que c'est pas vraiment, pour l'instant une volonté de ma part. Enfin, j'ai pas, il y a rien qui m'anime là-dessus. C'est-à-dire que faire ces choses-là, oui, naturellement, je le fais. C'est-à-dire, je vais pas faire d'énormes déplacements, etc. Mais comment expliquer? Il y a l'écologie, mais moi, je parlerai aussi du développement durable. Et moi, si je passe là même, c'est que j'ai envie que les gens
apprennent sur les bienfaits de la nature. C'est-à-dire que moi, si je veux faire AMM, accompagnateur moyenne montagne, c'est que je veux aider les gens à ne pas avoir peur de la nature. Je veux aider les gens à pratiquer la nature en toute sécurité. En fait, plutôt que, pour moi là, je parle plus de développement durable. C'est-à-dire que plus on rapprochera la population, plus on rapprochera les gens de la nature, en fait, plus la société se sentira bien, en fait. Ouais. Et après, et tu vois, après l'écologie, etc. Bah, honnêtement, non, c'est pas un truc qui me monte. Moi, oui, je cours en nature, je vais ramasser les déchets, je vais faire tout ça, oui. Mais bon, c'est pas un truc dans lequel je m'investis. Non, mais ce que tu as dit là, replacer l'être humain au centre de son environnement, finalement, c'est quelque chose qui te paraît essentiel. Ouais, total. Je Moi, partage je totalement. crois beaucoup en termes de prévention, même prévention de dopage, hein, je crois beaucoup à ça parce que quand tu es dans la nature, tu es seul dans la nature. Et là, la comparaison, elle n'y est plus. La compétition, elle n'y est plus. Tu es seul, tu es là, tu ressens tes ressentiments, tes sensations, en fait. Moi, je suis quelqu'un qui, j'ai appris parce que mon épouse, en fait, elle a formation STAPS, elle est DU nutrition et DU prépa mentale. Et elle est également prof pilates, prof yoga. Et en fait, on travaille beaucoup. Moi, je connais, alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, pour avoir travaillé. Moi, j'ai travaillé avec lui, avec Christophe André. Alors, c'est quelqu'un qui est un psychiatre sur Paris, qui travaille beaucoup sur la méditation de pleine conscience, le côté d'être heureux, etc. Et en fait, je me suis rendu compte que quelqu'un, comme moi du moins, et je pense que beaucoup de gens sont comme ça, en nature, en fait, on fait de la méditation de pleine conscience. On vit le moment présent. On vit tout ça, on ressent notre corps, on sent qu'on vit, en fait, tout simplement. Et ça, je pense que c'est super important parce que dans la société, on est tellement influencé par tout ce qui est autour qu'on oublie de se recentrer sur soi. Et pour moi, je crois beaucoup ça pour le bienfait de notre société. Je partage à 100%. Je suis d'accord avec toi. L'anthropocentrisme Mm. a pris dans nos esprits une place dominante et on en oublie notre réelle place dans Ouais. notre environnement. Je suis d'accord avec toi. Et c'est bien, c'est beau. Je vais revenir un petit peu à nos sujets principaux, même si je pense qu'on pourrait discuter des heures sur ces philosophies. Qu'est-ce que tu penses des performances aujourd'hui des cyclistes par rapport aux années 90? Bon, là, j'imagine que ça n'a rien à voir. Les années 2000, et est-ce que alors, Antoine Vaillet, justement, lui dit qu'on cette année, on s'est rapproché des années 2000 et ça l'inquiète du début 2000, donc les Air Armstrong, Contador et consorts. Est-ce que toi, les performances de cette année t'inquiètent? Comment tu l'expliques? Quelle explication tu pourrais Bon, amener moi, sur le fait? moi, le cyclisme que j'ai connu à l'époque, je m'inquiétais pour le peloton global parce que tout le monde jouait et c'était vraiment très inquiétant et c'est la course à l'artillerie, en fait, c'est vraiment très compliqué. Aujourd'hui, je pense que ce sont des individuels. C'est-à-dire que quand je vois le Tour de France cette année, ou même le Tour de France l'année dernière, hein, je veux dire, il y a un Français, il aurait été américain, il y aurait eu un scandale total, hein, de toute façon. Donc, mais bon, c'était pas le cas. Et donc quand on voit, il y a des individuels qui ont des performances qui ont du mal à s'expliquer. Après, comme je dis, moi, je ne suis pas comme Antoine Vaillet, c'est-à-dire que je ne me fais pas un avis simplement sur des watts. Je regarde plusieurs critères, en fait. Je regarde déjà l'actualité, l'information que je peux avoir de par mon métier ou éventuellement parce que je vois à la télé. Je vois les performances, je vois les mecs, comment ils récupèrent pas, enfin, etc. En fonction au fil des jours, je vois l'encadrement, parce que là aussi, j'ai des connaissances, les gens qui encadrent ces gens-là, bon, bref, un ensemble de choses. Et après, je me fais un avis par rapport à ça. Donc, oui, j'ai des inquiétudes pour certains. C'est évident que cette année, sur le Tour de France, il y avait des choses anormales. Est-ce que c'est du dopage? Est-ce que c'est de l'assistance mécanique, électrique? Je ne sais pas. Dans tous les cas, il y avait des personnes qui étaient pas normales. Je prends un exemple, je veux dire, quand on voit qu'il y a deux Slovènes qui sont devant cette année sur le Tour de France, qu'il y a un an, l'article du Monde explique que dans l'affaire Aderlas, alors je ne sais pas si certains savent, c'est une affaire qui est sortie en fait en Allemagne, avait été pris par surprise un skieur de fond en train de s'injecter du sang. Et on voit cette photo est passée à plein d'endroits sur Internet. Et l'affaire Aderlas, en fait, c'est un gros dopage organisé. Elle est toujours en cours, cette affaire, puisque le médecin ne veut pas donner encore les noms des plus grands sportifs qu'il a dopés. Et en fait, il y a un an, clairement, dans le journal du Monde, ils ne comprenaient pas. Et il y avait un article où c'était la Slovénie au centre de l'affaire Aderlas.
Et comme par hasard, un an après, on a 2 Slovènes sur la place 1 et 2 sur le Tour. Après, voilà, donc il y a plein de choses comme ça qui sont inquiétantes. En plus, quand on voit par qui ils sont encadrés, etc., certaines équipes, bon, bref, on a de quoi se poser des questions. De toute façon, ça, clairement, c'est pas normal. Aujourd'hui, on se retrouve à la tête des équipes, consultant télé, entraîneur, conducteur de voiture, parfois soigneur, des mecs qui ont vécu à la belle époque et qui ont connu la belle époque et qui ont fait de l'argent là-dessus et qui n'ont jamais assumé ce qu'ils ont fait. C'est pas normal en fait. C'est-à-dire on vit dans une mensonge totale, dans une hypocrisie totale. Et les jeunes coureurs qui arrivent, ils savent qu'ils sont dirigés par ces gens-là. Ils le savent. Donc comment vous voulez que ces gens, voilà, ouvrent leur gueule? Aujourd'hui, cette année, sur le Tour de France, clairement, j'ai aucun doute sur des performances, c'est-à-dire clairement des performances étaient anormales. Pour moi, il y a de la triche. Qu'elle soit dopage ou autre, j'en sais rien. Mais il y a de la triche. La question que je me pose, c'est pourquoi tout le monde ferme sa gueule, en fait. C'est ça qui me fait mal, en fait. Et ce qui me fait encore plus mal, c'est que quand je regarde le Tour de France, les mecs ne sont pas heureux, en fait. Ils tirent la gueule. Ils tirent la gueule. Je ne sais pas si vous avez vu quand Pinot, quand il arrive sur les étapes et tout, de la gueule qu'il fait, tous Il n'a les pas mecs, des envie. gueules qu'ils Mais il font. n'a pas envie. Même Il n'a pas les envie. autres, Bardet. Comment? Il n'a pas envie. Ils n'ont pas envie. Envie d'être Ils là. n'ont pas envie. Mais après, attention, je le comprends. Les mecs, ils se dépouillent, ils se font mal à la gueule quand même, ces mecs. Parce qu'un mec comme Pinot, je pense que sur le plan professionnel, il est énorme. Il est capable de chanter, de s'imposer plein de choses et tout. Et il arrive et il se fait taper par des mecs parce qu'il sait que ça joue. Mais il n'ouvre pas sa gueule parce que derrière, il a peut-être un directeur sportif qui lui dit qu'il faut qu'il ferme sa gueule parce que sinon, il va faire fuir les sponsors. Mais moi, j'ai peur pour eux, en fait, sur le plan psychologique. Ces mecs, qu'est-ce que ça va devenir? J'ai peur honnêtement parce que les seuls moments où vous les voyez heureux, c'est quand ils gagnent, en fait. C'est triste. Ouais. C'est triste. Moi, j'ai connu Festina. Ils étaient chargés comme des mules. Mais ils déconnaient quand même. C'était un groupe de gamins, quoi. Ils s'éclataient. On arrivait sur les courses. Tout le monde, c'était la guerre, mais c'était un jeu. Là, ça fait peur. Ça donne pas envie de passer pro. Ouais, Moi, cette personnellement. année, c'était flagrant. Je suis d'accord avec Ouais, toi. ouais. Tu regardes, mais aussi, c'est passé des choses qu'on ne voyait plus. Des mecs de 80 kilos qui gagnent des courses en montagne ou qui montent l'école devant des mecs de 60 ou Et 50 puis, ils kilos. font tout. Ils font Oui, tout. c'est Ils montent dingue. l'école, ils gagnent des chronos, ils sont sprinteurs, tous les jours, ils récupèrent tous les jours. C'est inquiétant. Non, c'est pas Là, normal. moi, je suis inquiet. Bah, je te le dis tout C'est de pas suite. normal, ouais. Je suis inquiet par rapport Ouais. à ce qu'on a connu. Je ne sais pas d'où vient la triche, mais il y a triche, ça c'est certain. C'est pas possible. On a eu un grand débat avec Paul, avec son idole qui vient du cyclocross. Mais bon, je suis désolé, c'est ce qu'il a fait, c'est pas possible. Alors, Qui c'est ton idole? C'est Wout van Aert? Ouais, c'est ça. Ouais. Après, là, franchement, c'est un super beau coureur. Il est beau. Mais il est Non, beau. franchement, Ouais, c'est d'accord. mon avis. Il est super beau. Après, ouais, on peut énormément se poser des questions. Le mec Après, là, honnêtement, moi, j'en dirais pas plus parce que. Non, on peut pas savoir, mais on peut. Voilà, Non, mais et puis je sais des choses en fait. D'accord. Que je ne dirai pas. Mais honnêtement, Festina, c'était pas grand-chose. D'accord. Par contre, je voudrais revenir sur un point. J'ai jamais défendu Wout van Aert, hein, au contraire. Mon idole, c'est le Van der Poel. Van der Poel. Mais bon, d'ailleurs, je sais pas si c'est pareil, mais non, Wout van Aert, ça m'a dégoûté juste. Ça m'a dégoûté. Parce que Mais c'est pas possible. c'est un beau coureur. C'est un beau coureur. Oui, il est très. Non, c'est sûr. Son style est magnifique, mais il y a un moment où on peut pas. On est obligé d'avoir des yeux quand tu connais un peu le sport, quoi. Et on parle du Tour de France, mais le Tour d'Espagne ou le Tour d'Italie, ça a été bien. Enfin, ça a pas C'était été- pareil. Ouais, c'était pareil. Tour d'Italie, tu voyais le mec à 85 kilos qui montait l'école et qui gagnait l'étape, quoi. Enfin, moi, j'ai l'impression fermée. j'ai l'impression de revivre des trucs. Le mec, il roule à 60 à l'heure. Enfin, sur un chrono, t'hallucines, quoi. On est dans Là, je ne sais pas pourquoi cette année, c'était pire que toutes les autres années. Ouais. En tout cas, le doute est encore plus grand. Et on parle de dopage mécanique. Les mecs, ils changent de vélo tout le temps maintenant. Ouais. Ça, c'est un truc. Tu vois, c'est quelque chose qu'on voyait jamais. Et là, cette année, on voit ça tout le temps. Les mecs changent tout le temps de vélo. On découvrira, hein, mais c'est toujours après, quoi. Mais comme tu disais, le milieu ne changera jamais. C'est un milieu de tradition. Et si les gens ils sont toujours les mêmes, la tradition, elle se perpétue, quoi. Le vélo, c'est ça. C'est ça. un milieu de C'est tradition. exactement ça. C'est exactement ça. Les places sont bonnes, on les garde et puis tout le monde se tient. Excusez-moi du terme, mais tout le monde se tient pas la queue. Et ça, quand je parlais tout à l'heure de liberté, ça c'est super important en fait. Si on veut être libre, il faut pas que les autres aient des secrets sur nous. Ça c'est super important. Vous savez, je prends deux exemples en fait. Quand j'étais pro,
Premier exemple, la première fois où on m'a proposé des produits, c'était un jour de l'an. Un jour de l'an, le fameux pot belge pour faire la fête. C'était la première année que j'étais pro. L'hôte nous accueillait, on était une dizaine de cyclistes pro, mon épouse était là. Et à un moment donné, on descend, il me fait signe de descendre dans le sous-sol avec eux, on descend à 10, c'est minuit ou 1 heure, je ne sais plus. Et il commence à sortir de murs enveloppé dans quelque chose enveloppé dans du sopalin, d'une briquette, une autre. Il en sort une dizaine et il commence à distribuer, on est en arc de cercle. Et le temps qu'il arrive à moi, je vois le premier qui déroule, à l'intérieur une seringue, avec la dose, ce qu'on appelait le million à l'époque, le pot belge, un mélange d'amphétamine et tout ça pour faire la fête. Tu faisais la fête et tu buvais comme le 51 pur et tout. Bon, bref, enfin. Et les mecs, il arrive à moi, il me dit allez, Babas, ce soir, tu vas entrer dans la famille. Tu vas entrer dans la famille. Et en fait, j'ai refusé, en fait. Donc, on m'a dit bon, ben, écoute, tu dis rien, etc. Bon, je ne sais pas que je l'ai écrit dans mon livre après, mais il me semble que je l'ai mis dans le livre, ça. Et donc, du coup, ce jour-là, je leur ai dit oui. Mais je n'aurais jamais pu ouvrir ma gueule après. Parce qu'on m'aurait dit, Babas, tu t'en souviens quand tu as pris le pot belge en soirée, donc tu ferais mieux fermer ta gueule. Et un autre coup, c'est l'exemple même. Combien de fois on a pu m'amener des miss autres dans les chambres, etc., pour que finalement je trompe mon épouse et que voilà. Et c'est pareil. Le jour où j'aurais ma gueule, on m'aurait dit si tu fermes ta gueule, sinon j'appelle ta femme. Et je lui dis ce que tu as fait hier soir. Et ça, c'est des exemples où finalement on t'amène à être prisonnier d'un système. Moi, j'ai su toujours me protéger de ça. J'ai toujours fait de manière à assumer tout ce que je faisais, en fait. J'ai jamais fait quelque chose que je devrais cacher. Et ça, je pense que c'est super important quand on veut être libre. C'est-à-dire, il ne faut pas que les gens puissent vous tenir par la queue, puissent vous tenir par quelque chose qu'il peut dire à tout moment pour vous renvoyer l'élastique. J'ai une question qui m'a toujours éveillé, c'est à quel moment les coureurs qui se dopent se disent mais je vais le payer plus tard. Je vais le payer plus tard dans ma santé. Enfin, j'arrive pas à comprendre le mécanisme qui fait que je peux m'injecter un truc sans me dire mais voilà, c'est pas risqué pour ma vie, quoi. C'est assez étrange comme Ben oui, phénomène. mais face à ça, il y a tout un gain financier, un gain social, puisque tu es reconnu socialement. Eux, ils mesurent le pour et le contre. Hein. Comme je disais, qu'est-ce que c'est qu'être heureux? La santé, c'est quoi? Bien-être physique, mental et social. S'ils privilégient le social par rapport au physique. Moi, ce que je dis, après, je ne suis pas médecin, je ne vais pas dire que le dopage est dangereux pour la santé. Par contre, ce que je vais dire tout simplement, c'est que je ne vous dirai surtout pas qu'il ne l'est pas. Et ça veut dire qu'à partir du moment où on prend un produit dopant ou autre produit, parce que la majorité des produits dopants sont des médicaments, et qu'on les prend à des fins de dopage, eh bien, en fait, vous avez une épée Damoclès sur la tête toute votre vie. Et ça, c'est ce que j'appelle aussi le regret. C'est-à-dire que si, peut-être, et je ne le souhaite pas, mais si vous prenez un produit dopant et que dans 10 ans ou 20 ans, vous avez un gamin et que votre gamin est handicapé, un exemple, hein, ben vous allez vous dire toute votre vie que c'est peut-être parce que vous avez pris des produits. Et ça, je pense. Alors déjà, être malade soi parce qu'on a pris des produits, c'est dur. Mais avoir un enfant malade parce qu'on a pris des produits, je pense que tu t'en remets pas. Je suis d'accord avec et toi. Ça, je pense que c'est super important. Ils ne mesurent pas tu vois, c'est en termes de prévention, c'est des choses qui devraient être expliquées. Ben non, parce qu'à côté, il y a plein d'enjeux. Moi, j'ai entendu un coureur une fois dans l'équipe qui disait en déconnant à table, il disait aux autres coureurs que son épouse elle avait demandé de faire un prélèvement de sperme et de mettre en banque de sperme parce qu'elle ne voulait pas avoir un enfant avec un mec qui prenait des produits dopants. Donc, avant d'attaquer les gros protocoles, il avait fait des prélèvements. Donc, cette inquiétude, ils y pensent. Mais comme je disais, quand tu as une vie difficile et tout, tu prends peut-être ce petit risque pour avoir une vie meilleure. Ouais, mais comme je dis, c'est une solution à un problème, le dopage. Après, le but, c'est d'orienter les gens vers d'autres solutions qui sont plus durables et meilleures pour leur santé. Non, c'est certain. J'ai toujours fait, ça va paraître bizarre aux gens, j'ai toujours fait un rêve en me disant qu'un jour, un coureur serait un peu agent espion et filmerait de l'intérieur pour dénoncer une bonne fois pour toutes ce qui se passe et que une bonne fois pour toutes, tout se renverse. Moi qui suis passionné de vélo et qui vis le vélo depuis tout le temps, j'ai toujours rêvé de ça, de dire un jour il y a un mec qui va arriver, qui va filmer, parce qu'aujourd'hui on peut tout filmer, on peut tout enregistrer et tout balancer. Tu crois qu'un jour ça arrivera, ça? Je sais pas, il faut essayer de trouver un mec qui est d'accord pour le faire. Ça pourrait être intéressant. Après, je pense qu'aujourd'hui, peut-être quelques équipes, mais je ne crois pas à un dopage organisé, en fait. D'accord. Organisé sur les courses, tout ça. J'y crois pas trop, en fait. Je pense que c'est trop compliqué parce que moi qui travaille aujourd'hui en termes d'agent de police judiciaire, tout ça, je veux dire, on fait des surveillances, on fait des fouilles, on fait tout ça et
Et c'est risqué maintenant que de le faire organiser dans une équipe, en fait. C'est vraiment mon avis. Je pense que c'est autrement. C'est des individus qui font leur truc. Et ces individus accompagnés de scientifiques, médecins Ah ouais, bien qui accompagné, c'est expérimentent. sûr. Bien accompagné, ouais. Comment vous faites parce que vous avez eu tout le temps du retard sur les nouvelles molécules, comment vous faites pour anticiper l'utilisation des nouvelles molécules? Ben, disons que souvent, même les molécules, avant qu'elles soient sur le marché, sont analysées pour savoir si elles pouvaient être intéressantes en termes de dopage, en fait, D'accord, ok. avant qu'elles soient sur le marché. Aujourd'hui, on prend l'exemple de certains, il y a certains produits, bon, je nommerai pas, mais des produits qui ne sont pas encore sur le marché sont déjà utilisés à des fins de dopage. Ils sont utilisés. Donc, le but, c'est essayer d'avoir le moins de retard possible. Après, justement, tu me parlais des contrôles. Je pense qu'il est super important de prendre conscience qu'on entendra souvent régulièrement dire que les contrôles ne servent à rien et tout. La preuve, Armstrong est passé à travers, il passe tous à travers. Il ne faut pas le voir comme ça. Il faut aussi le voir dans l'autre sens. Se dire, s'il n'y avait pas de contrôle, où en serions-nous, en fait? Il faut savoir qu'aujourd'hui, clairement, hein, si vous enlevez les contrôles et donc ça veut dire que vous dites le PO est autorisé et tout ça, dites-vous bien que vous n'avez plus du tout les mêmes sports. On est bien d'accord. C'est vrai que les contrôles ne sont pas parfaits. Il y a plein de failles, il y en a encore trop et il y en a encore, c'est sûr, puisque la preuve, les mecs, ils y arrivent à les décontourner et tout. Mais s'il n'y avait pas de contrôle, ce serait du grand n'importe quoi, en fait. Ce serait du grand n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on aurait de nouveau des coureurs à 60 hématocrites, voire 65, qui seraient gravés de testo, d'hormones de croissance, d'ensemble de choses. On n'aurait plus du tout le même sport, en fait. Donc ça, il faut vraiment prendre conscience de ça. Après, c'est évident que les contrôles n'étant pas fiables à 100%, à côté de ça, il y a tout le travail des services de police judiciaire qui bossent en termes d'enquête, en termes d'écoute, en termes de recherche, d'investigation, etc. Et puis, il y a la prévention. Donc, il faut agir sur les différentes facettes, justement, pour essayer d'aller à l'encontre. Mais bon, le dopage, on ne l'enlèvera jamais, on ne l'éliminera jamais. On peut le limiter, on peut le restreindre, mais de là, l'enlever totalement, ce ne sera pas possible. Ouais, mais c'est une façon de tricher. Il y a d'autres façons de tricher, et notamment Tout à ce qu'on fait. Je veux appelle les dire, on mafias, les crie, deals pour gagner les courses. mais on crie au scandale du dopage, mais combien? Je veux dire, il y a quelques années, je veux dire, on a vu des millions et des millions de Français descendre sur les Champs-Élysées parce qu'on a été champion du monde de foot, et pourtant, dans un des matchs, il me semble bien qu'il y a un Français qui a marqué de la main. Et personne ne s'est offusqué parce qu'il avait marqué de la main. Il n'est même pas allé le reconnaître, il n'a même pas dit à l'arbitre. C'est pas pire que le dopage ou c'est pas aussi grave que le dopage? Pour moi, c'est aussi grave. Un Oui, mec qui simule une faute dans la surface de réparation, c'est comme le dopage. Le mec qui gruge, c'est de la triche. C'est la même chose. Donc, oui, on focalise sur le dopage parce qu'il y a le danger pour la santé, il y a tout ça. Mais il faut le voir comme un acte de tricherie. Et trop longtemps, en fait, quand ils ont fait de la prévention, et ce que je regrette, c'est qu'ils ont focalisé sur le danger du dopage, sans à chaque fois rappeler que c'est avant tout une tricherie. Et enfin, voilà, il y a des conséquences qui sont encore autres que simplement la santé physique. tu réponds juste par oui ou par non. Est-ce que tu penses qu'on stigmatise trop le vélo et le dopage, dans le dopage dans le vélo, ou à ta connaissance, il existe aussi d'autres sports qui ne sont pas mieux, hein, en termes de. Alors, je dirais non et oui. Tu D'accord. m'as dit non et oui, c'est ça. D'accord. Ok. Alors non, je ne trouve pas qu'on stigmatise le Vélo. dopage dans le vélo. Et oui, il y a d'autres sports dans lequel c'est très inquiétant. Bon, alors, je ne parle pas bien sûr du bodybuilding, je ne parle pas du culturisme, mais il y a d'autres sports qui m'inquiètent aussi, tels que le rugby par exemple. C'est aussi devenu dans la tradition, quoi. Ouais, Ouais. Ça, c'est inquiétant, hein, pour les jeunes, pour l'avenir. ouais, Je me rappelle aussi, moi, quand j'ai été en sélection, j'ai connu les propositions. Voilà, c'était un petit stade, mais un guronzan, deux guronzans, prends la ouais. boîte de guronzan. Enfin, tu vois le truc, quoi. Mm. Ça commence comme ça. Ouais, ouais. C'est assez marrant. Du coup, il est 19h. Je te remercie, Ouais, Christophe. 19h, je vais être obligé de vous laisser. Voilà. Mais je te remercie beaucoup. On refera, hein, parce que j'imagine qu'il y a plein d'autres sujets. Donc, Christophe, je te remercie. Ouais, Et j'espère à très vite pour faire la suite, parce que j'espère ouais, qu'il y aura une suite. Et cette fois, j'aimerais la faire en tête à tête. Ce sera ouais, mais sympa. pourquoi pas. Merci beaucoup, Christophe. Allez, bonne continuation alors, bonne soirée.